Les technologies nous promettent des lendemains radieux et à côté de ça, elles semblent nous dépasser. Elles vont plus vite que notre capacité à comprendre leur fonctionnement profond. Nous abîmons la Terre avec une persévérance remarquable au nom de la croissance économique et quelques privilégiés en retirent un bénéfice disproportionné, financier ou politique. L'information est plus accessible que jamais auparavant et en même temps, on assiste à l'expansion de croyances absurdes que l'on croyait définitivement abandonnées. L'intelligence artificielle nous effraierait moins que la bêtise naturelle. Le refus de la simple vérité s'écrase sous la qualification de fake news. Tout n'est pas perdu, des consciences s'éveillent, mais l'inertie globale nous fragilise. En tant que syndicat, quel rôle jouons-nous ? Notre pertinence est souvent remise en cause par les bénéficiaires du système tel qu'il est. Ici même, en Belgique et ailleurs dans le monde, faut-il encore des syndicats ? Déjà, moi j'aime beaucoup la racine étymologique de syndicat, c'est parler ensemble. Et donc évidemment on voit que parler ensemble aujourd'hui, dans ce monde en mutation, avec énormément de transformations à tous les niveaux, sur le travail, sur la façon dont on va se soigner, sur les questions écologiques, comment on va respirer, sur finalement comment faire mouvements sociaux, on a plus besoin que jamais de parler ensemble et de mettre différents points de vue autour de la table, donc le point de vue des travailleurs, le point de vue des employeurs, pour parler ensemble et voir comment on construit un monde en paix. Comme lieu de dialogue et comme point de rencontre, le syndicalisme peut donc être une façon d'inscrire les règles du jeu entre des employeurs et des gens qui leur vendent leur force de travail. Sans règles, sans contraintes de part et d'autre des centres d'intérêt, il n'y a pas de jeu possible. On le sait, si rien ne vient la freiner, la réguler, la cupidité des marchés est un monstre qui se grise de sa croissance, de ses avoirs, de son pouvoir. Sans accord plus ou moins intégré, les divergences d'intérêts se transforment en luttes âpres et improductives. Lorsqu'une force se manifeste dans une société humaine, on ne peut jamais la laisser se développer sans lui opposer une capacité de résistance. Un syndicat est absolument nécessaire, surtout et aussi dans une démocratie. Je connais aucun pays avec une structure démocratique où la démocratie est tellement bien organisée sans l'apport de forces vives dans la société et notamment des syndicats. Parce que même dans une démocratie, même assez forte, il y a toujours cette force du capital, cette force économique qui peut peser énormément sur la capacité décisive, même parlementaire, même dans un État, dans un pays démocratique. Donc il faut un contrepoids. Et les forces vives de la société, les syndicats, forment ce contrepoids. Pour quand même dire aux responsables politiques, ne tenez pas uniquement compte de ce qui se passe dans l'enceinte parlementaire, parce que vous êtes élus, bien sûr, il y a la primauté de la politique, mais il y a beaucoup plus que la primauté de la politique. Il faut tenir compte des citoyens, il faut tenir compte de leurs souhaits, il faut tenir compte de leurs soucis. Donc, pour bien refléter ces souhaits et ces soucis, on a besoin de ces forces vives, des organisations syndicales pour faire comprendre ce message en permanence, aussi au niveau d'un pays qui est fortement démocratique dans sa structure. Je ne connais aucun pays où il n'y a pas de structure syndicale forte et où il y a quand même une démocratie vivante. Partout où je vais dans le monde, je constate que souvent il y a un manquement au niveau du fonctionnement démocratique. Et c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'organisation syndicale assez solide, assez forte. Et donc, quand ce contrepoint n'existe pas ou n'est pas assez représenté, le monde politique peut décider tout seul. Et rarement, exceptionnellement, ils prennent des décisions en faveur des citoyens les plus faibles. Donc je ne connais pas de situation pareille. Pourquoi avons-nous besoin de syndicats ? D'abord une réponse facile, une réponse par l'absurde. Qu'est-ce qui se passe là où il n'y a pas d'organisation syndicale ? Bien, prenons un exemple simple, au Qatar, tout le monde connaît la situation, il y aura bientôt une petite Coupe du Monde de football qui y sera organisée. Jusqu'à présent, en tout cas, beaucoup de travailleurs qui sont des travailleurs étrangers, beaucoup d'Asiatiques, etc., étaient retenus prisonniers dans ce pays, tout simplement parce qu'on leur enlevait leur papier d'identité pour construire ces fameux stades dans lesquels iront se mettre en concurrence quelques dizaines de joueurs de football. Eh bien, grâce à l'action d'une organisation syndicale belge, la CSC en l'occurrence, aujourd'hui, on vient d'introduire
le salaire minimum au Qatar, non pas seulement pour les travailleurs du Qatar, mais pour tous les travailleurs étrangers qui y viennent. Sans pression syndicale, spontanément, le Qatar n'aurait pas introduit de salaire minimum. En ce moment, au Royaume-Uni, le syndicat est le seul mouvement qui protège les droits des travailleurs, qui fait leur intérêt auprès des instances gouvernementales et aussi européennes. Par exemple, pendant toutes les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est le TUC qui s'est fait porteur des intérêts des travailleurs. Nous nous sommes battus pour faire passer un message très clair auprès de l'Union européenne, c'est-à-dire de garantir les protections au travail, même après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Notre travail syndical, la plus-value syndicale, elle est à la fois de pouvoir recueillir ce qui se passe sur le terrain et d'améliorer concrètement la situation dans les entreprises et dans les secteurs, mais elle est aussi de lutter pour un monde plus solidaire, un monde dans lequel les travailleuses et les travailleurs ne sont pas des outils, ils sont des êtres humains qui ont non seulement des besoins économiques, mais aussi un besoin d'être reconnus dans leur travail, de donner sens à leur travail. Et ça, aujourd'hui, on voit bien que c'est une question majeure, à laquelle finalement ni les responsables politiques ni les associations diverses et variées n'ont de capacité à avoir prise sur le sens au travail. Et donc l'essentiel de notre boulot aujourd'hui, c'est sans doute celui-là. C'est de travailler la question du sens au travail, travailler la question de la reconnaissance au travail et travailler finalement le droit de vivre un peu dignement, encore aujourd'hui au XXIe siècle. La dignité humaine, on sait ce que cela recouvre comme réalité pour des milliers de travailleurs dans le monde. Enfants, adultes et vieillards, obligés de se plier aux torsions de patrons ou de gouvernements, aux méthodes néo-esclavagistes. Dialoguer avec des représentants de ces gens-là est parfois tout simplement impossible. Dans beaucoup de pays, on peut mourir de mort violente du simple fait d'être inscrit sur la liste des membres d'un syndicat. On a besoin de l'expertise, mais naturellement, on a aussi besoin de la force des gens. Donc il faut être ensemble, avec beaucoup de gens ensemble. Donc si on se montre ensemble, si on négocie donc pour un groupe de travailleurs, d'une part, d'autre part, de temps en temps, si les négociations ne marchent pas, il faut montrer que les négociations ne marchent pas. Et il faut donc à ce moment-là se montrer avec tous les autres, faire de l'action. Et donc faire de l'action, des manifestations peut-être. De temps en temps, il faut aussi faire des grèves. C'est une possibilité, c'est un droit humain, c'est un droit international qui est très important. Sans ce droit, les travailleurs vont perdre même tout ce qu'ils ont maintenant. C'est important que ce droit existe et que c'est utilisé aussi de temps en temps. Pas trop, mais il faut. Ce qui fait qu'un parti politique aux idées activement sociales et à l'attitude volontariste, même établi dans un pays démocratique, ne pourrait pas remplacer un syndicat, c'est la capacité de ce dernier à réagir avec vivacité, avec force s'il le faut. C'est aussi la distance que l'exercice de la politique semble créer inévitablement entre les élus et ceux qui votent pour eux. Une organisation syndicale capte les signaux des gens en permanence. Nous sommes à l'écoute des travailleurs, je dirais presque jour et nuit. Et donc la distance entre même le sommet d'une organisation syndicale et la base est beaucoup plus limitée que la distance entre la classe décisive au niveau politique et le simple citoyen qui peut aller aux urnes une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans. Donc nous sommes là pour quand même refléter vers le monde politique les signaux que nous captons, les demandes que nous entendons de la part des citoyens, des travailleurs en particulier. Et je crois que c'est un atout que nous avons. Nous sommes là vraiment en contact permanent et nous sommes là aussi pour donner voix aux aspirations des travailleurs.
Je pense que dans cette époque de mutation, on a plus besoin que jamais de mouvements sociaux qui jouent un rôle de médiation entre chaque personne atomisée et les partis politiques, et qu'on a besoin de structures telles que les syndicats qui peuvent aussi organiser un contre-pouvoir. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui la pathologisation des problèmes sociaux, je lisais un article dans En Marche qui, au-delà du burn-out et du bore-out, maintenant on a inventé le brown-out. Donc le brown-out, c'est finalement les travails qui manquent de sens, mais c'est incroyable. On pathologise d'un point de vue, un diagnostic médical finalement, sur la question du sens du travail aujourd'hui, qui est finalement une question culturelle. Et donc sur cet aspect-là, quel sens on donne au travail dans les entreprises, ça reste un combat à mener pour les syndicats qui reste plus que jamais d'actualité. Right. I've called this meeting to discuss the Australian workplace agreements. We're going to send out a pretty clear message to the unions that we're not going to be strong-armed. And we will remind them that they are entirely responsible for our actions and that we will not submit to their strong-arm tactics in the future. Right, they've negotiated everything away from us, the bastards. They've bled us dry. And not just from us, but from our co-workers and our co-workers' co-workers. And our co-workers, co-workers, co-workers. Yeah, right. Now co-workers, 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 co-workers. All right. Don't labour the point. Labour, I guess. Shut up. And after all that, what has the union movement ever done for us? Maternity leave? What? Maternity leave. Oh, yeah. They did give us that. Superannuation? Oh yeah. Do you remember how hard it used to be able to retire? Do you remember that, sir? All right, yeah, okay. Well, maternity leave and superannuation are two things that the unions have done for us. And workers' compensation? Well, obviously workers' compensation's a given. You know, it goes without saying. But apart from maternity leave, superannuation and workers' compensation, what has the union movement ever done for us? Medicare? The award system. Occupational health and safety. Paid annual leave? Oh, yeah. Yeah, we never would have got that without the unions, sir. And they certainly drive a hard bargain. Only ones that can do it, really. Okay. But apart from maternity leave and superannuation, workers' compensation, occupational health and safety, paid annual leave, Medicare, the award system and collective bargaining, what else has the union movement ever given us? Pay increases. Pay increases? Fuck off.